Voici mes honnêtes et sincères conseils que je donnerai à toute personne qui aimerait se lancer dans le secteur agro-pastoral pour la première fois et qui aimerait justement devenir millionnaire, si c'est ça l'objectif, ou milliardaire, si c'est ça l'objectif. Donc ces conseils valent de l'or. Si tu veux bénéficier de ces conseils, je vais t'inviter à rester jusqu'au bout de cette vidéo afin de pouvoir bénéficier de ces 5 conseils. Parce que oui, c'est 5. Le 4e est puissant et le 5e encore plus que puissant. Parce que c'est le 5e conseil qui mène plusieurs personnes à perdre. Si beaucoup échouent, c'est par rapport parce que ces personnes ne respectent pas ce 5e conseil-là. Donc si tu aimerais aller jusqu'au bout de ton aventure, si tu aimerais être millionnaire ou multimillionnaire grâce à l'agriculture, grâce à l'agro-pastoral, reste que sur le bout de cette vidéo afin de pouvoir bénéficier de ces conseils. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Si écrit la chaîne, c'est enfin de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Je vais te demander aussi de mettre le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous, puisse distribuer à plusieurs d'entre vous, afin que vous soyez plusieurs à bénéficier de ces conseils-là, afin de pouvoir aller faire des business impactants, des business qui vont vous générer des revenus de façon continue et de façon générationnelle. Je vais te demander aussi de regarder sur la barre de description de cette vidéo-là, où je partage avec toi un lien de bienvenue où partage là-dessus 10 idées de meilleure culture hautement rentables à lancer en Afrique dès maintenant, qui vont te laisser qui vont te procurer une richesse à vie. Et si tu aimerais aller plus loin, prends la formation et rejoins-moi de l'autre côté afin que je puisse t'accompagner pas à pas. Donc, quels sont les conseils que j'aimerais partager ici avec toi? J'ai constaté que la plupart des personnes qui se lancent, que ce soit en business traditionnel, ou même en agriculture ou en élevage, c'est des personnes, j'ai coutume à vous dire, qui se lancent par mimétisme. Or, parce qu'on a vu tel tel faire, on va les faire. Parce qu'on a vu un tel produire le piment, tout le monde va produire le piment. Parce qu'on a vu un tel faire l'élevage de poulet de chair, tout le monde va faire l'élevage du poulet de chair. Parce qu'on a vu un tel aller faire de la pisciculture, tout le monde va aller faire la pisciculture. Donc on est comme ça dans un copier-coller, mais sans réflexion. Donc la première chose que je vais te demander ici à faire, c'est de beaucoup apprendre. L'apprentissage. L'agriculture, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire à tâtons. Donc c'est d'abord de questionner ton modèle agricole. Est-ce que tu vas aller faire de l'agriculture pour le loisir? Si c'est pour le loisir, ben vas-y. Tu peux aller faire ton petit jardinage. Est-ce que tu peux aller faire l'agriculture parce que c'est un business, parce que tu veux un retour sur investissement, parce que tu veux gagner de l'argent? Ben pour cela, je vais te demander de beaucoup apprendre. L'apprentissage ici, ça va te demander la lecture, beaucoup de lecture. Il y a des ouvrages, il y a des livres qui sont écrits. Il y a des livres dans les bibliothèques. Il y a aujourd'hui des livres qui sont vendus. Tu as des séminaires, tu as des formations. Tu as sur YouTube, tel que tu fais, si tu regardes cette vidéo, bravo. Ça veut dire que tu es en train de faire le pas. Sur la chaîne, il y a plus de 1000 vidéos d'idées de culture où là-dessus, tel que je t'enseigne pas à pas comment tu as dit que produire. Quels sont les types de cultures à choisir. Et même comment tu as dit que transformer, comment vendre. Donc c'est de beaucoup suivre ce type de vidéos. Tu as Internet aujourd'hui, tu as Google, tu peux aller aussi voir tes pairs. J'insiste ici beaucoup sur la formation. Tu peux te former. J'insiste sur la formation. Il ne faut pas lésiner sur la formation. Parce que j'ai remarqué que la plupart des personnes, c'est-à-dire que voilà, lésinent sur la formation, pensent que l'agriculture, il faut juste aller lancer une semence, jeter une semence et que ça va se faire tout seul. Non. Se former, aller vers tes pairs. Les pairs ici, c'est ceux qui font déjà la culture, qui ont déjà des résultats concrets sur la culture. Aller vers eux et prendre l'information. J'insiste ici sur l'apprentissage. Beaucoup apprendre. Je prends un exemple qui me vient comme ça à l'esprit.
Si tu vas aller faire l'élevage, par exemple, que tout le monde fait l'élevage de poulet de chair, mais si tu n'as pas appris, si tu n'es pas formé, si tu n'es pas en train, tu ne lis pas, et que tu n'appliques pas ce qui est dans ce qui est dans le livre ou ce qui est dans la formation. Prenons un cas comme ça, tout bête, de la prophylaxie. Lorsqu'on te demande d'être vigilant sur la prophylaxie, de mettre par exemple avec les mesures de biosécurité, le petit livre, tu vois, le petit bac qu'on met à l'entrée par exemple de la ferme, où tout le monde doit venir tremper les pieds pour désinfecter avec les chaussures, pour empêcher que les microbes qui viennent de l'extérieur ne rentrent dans ta ferme. Si tu ne respectes pas ça, et que tu ne mets pas cette petit livre, et que tu vas prendre les microbes de l'extérieur pour ramener dans ton poulailler, mais tu vois que tu viens de casser une mesure de biosécurité. Voilà comment tu peux décimer toute ta bande. Si tu avais là-dedans 2000 poulets, si tu avais même 10 000 ou 20 000, voilà comment les 20 000 meurent. Voilà les petites mesures de biosécurité. Ça peut être pareil aussi avec l'agriculture. Si tu ne respectes pas l'itinéraire agronomique tel qu'on a dit, qu'il faut venir sacler, qu'il faut venir amender, et que tu vas juste, comme on a dit, le concombre tel que le gombo, c'est 45 jours. Tu plantes, et tu vas tourner le dos, tu vas dormir. Tu ne viens pas sacler, tu ne viens pas te suivre, tu ne viens pas voir que si les bioagresseurs, comme les insectes, comme les fourmis, les mouches, ou comme certains champignons sont en train d'attaquer pour traiter, ben, tu vas perdre ta production. Donc l'apprentissage ici, c'est un tas de choses. Comprendre que dans l'agriculture, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des contingences, comme j'ai coutume à te dire. C'est par exemple le choix de la semence. Pourquoi est-ce qu'on dit ici qu'il faut aller produire avec les semences locales? Pourquoi est-ce qu'on valorise ici la production des produits du terroir? Si tu ne te formes pas bien, d'où viennent tes semences? Est-ce que tu as le contrôle sur les semences? Si tu ne lis pas, si tu ne te renseignes pas, si tu comprends que les semences proviennent, les différentes semences que tu utilises, par exemple, sur les céréales ou même le maraîchage, que ce n'est pas produit par ton pays ou même par le continent, que ça vient d'ailleurs, que tu n'es pas libre par rapport à ces semences, que ces semences-là, à tout moment, que des fois, il peut y avoir des ruptures de stock. Et ça peut empêcher ton business. Tu vois, c'est pour ça que la formation est importante. Donc, tu peux aller te lancer dans une spéculation, bien qu'elle soit rentable, mais que tu n'aies pas le contrôle sur les semences, par exemple, que tu sois en rupture sur les semences. Pareil avec l'élevage. Donc, tu vois, deuxième chose, c'est d'avoir un mental d'acier. Je vais te demander ici, d'avoir un mental d'acier. Parce que dans le secteur d'agro-pastoral, comme je dis, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a tellement d'imprévus. Tellement d'imprévus. Donc, si tu n'as pas, si tu ne maîtrises pas ton sujet, ce qui arrive généralement à plusieurs personnes qui échouent parce qu'elles ne maîtrisent pas le sujet. Tu vas aller te lancer dans le domaine agricole ou même dans le domaine de l'élevage si tu n'es pas formé. Si tu ne sais pas comment les différentes spéculations, que ce soit le manioc, que ce soit le macabo, le taro, la banane plantaire, l'igname, le sorgho, le mil, ou même le poivre, le palmier à huile, que ce soit l'élevage ici, poulet de chair, poule locale ou porc, peu importe, si tu n'as pas la formation dessus, et que derrière, tu vas quand même te lancer, en disant que tu comptes sur ton équipe. Vous savez qu'en Afrique, on ne maîtrise pas, c'est-à-dire que tu ne contrôles pas la mentalité de tes ouvriers. Pire encore, si tes ouvriers se rendent compte que tu ne sais pas de quoi on parle, que tu ne maîtrises pas ton sujet, c'est là où il y a toutes les dérives. Beaucoup échouent ici parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Parce que sur le terrain, les techniciens, les ouvriers ont compris que le promoteur ne maîtrise pas. Donc tu vois les ouvriers, c'est là où il y a toutes les dérives. Donc je vais te demander ici de maîtriser ton sujet. Quand tu vas aller faire l'élevage, maîtrise le sujet. Si tu vas aller faire l'agriculture, maîtrise ton sujet. On ne te demande pas d'être ici un super expert. Mais c'est de comprendre les fondamentaux.
c'est de comprendre les rudiments. Parce que si tu ne maîtrises pas les rudiments, mais comment tu vas pouvoir conseiller à un ouvrier? Ou comment tu sauras que le technicien sur le terrain ne fait pas bien son travail? C'est ça la grosse erreur. Beaucoup échouent sur le terrain là, à cause de ça, parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Parce que pendant que les ouvriers sont en train de faire des erreurs, comment tu peux savoir que ce technicien fait des erreurs? Et Dieu sait que les erreurs, ça ne manque pas. Certaines contingences, mais ce n'est même pas les ouvriers. Je vous ai dit ici que quand c'est l'agriculture, il y a les conditions telles que météorologiques. Il y a des conditions telles qu'on ne maîtrise pas. Il y a énormément de volatilité que des fois, ce n'est même pas dû aux techniciens, mais il faudrait que toi, tu maîtrises ça afin de pouvoir apporter la solution, parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est toi, tu as dit que le capitaine du bateau, c'est toi le patron. Donc, tu vois, ça, autre, que troisième chose à mettre en place, c'est de comprendre que dans le secteur agro-pastoral, il y a beaucoup de choses imprévisibles qui arrivent. Voilà ce que je viens de dire. Beaucoup de choses imprévisibles. Donc tu dois qu'à chaque fois t'adapter. Quand je dis ici des choses imprévisibles, c'est quoi? Il y a des pertes. Il faut comprendre ici qu'on a des pertes. Les pertes peuvent être dues à quoi? Dues peut-être au vol. On peut être en train de te voler, tes équipes peuvent être en train de te voler. Si tu ne maîtrises donc pas ton cahier, si tu ne maîtrises pas le processus de production, si tu n'as pas, comme ça, établi un circuit de contrôle de la production jusqu'à la transformation, quand c'est l'élevage, quand tu ne sais pas, il y a le nombre de sujets que tu as. Il y en a qui ne savent même pas le nombre de sujets qu'ils ont. Tu as combien de poules, tu ne sais pas. Combien de kilos les poules mangent par jour, tu ne maîtrises pas. Quelle est la quantité de vaccins, quel est le coût de l'aliment, ils ne maîtrisent même pas. Comment se passe la prophylaxie? On ne maîtrise pas. Donc tu vois, donc quand tu ne maîtrises pas tout ça, ton équipe peut facilement te voler. Les personnes que tu emploies peuvent facilement te voler. Donc ce qui vaut pour l'agriculture, vaut pour l'élevage, tu dois maîtriser le circuit. Tu dois mettre un système, un cahier de charges, afin de pouvoir contrôler. Il y a ce qu'on appelle les pertes post-récolte. Tu peux être très bien produire. Au moment des récoltes, tu n'arrives pas à sortir les produits tels que de la ferme. Parce que les mauvais états de route. Parce qu'on n'a pas des infrastructures. Parce qu'on manque de logistique, il n'y a pas de camions. Il y a des pertes aussi telles que là, par rapport à la volatilité des prix. Les prix aussi, tout dépend maintenant des cultures que tu allais produire. Si tu vas produire des cultures comme les céréales, où les prix aussi, c'est pour ça que le choix des cultures aussi, c'est important. Si tu veux gagner de l'argent, il faut savoir choisir les cultures. Est-ce qu'on a les contrôles sur le prix? Parce que les cultures comme les céréales, les prix sont volatiles. Aujourd'hui, le kilo de maïs, je prends un exemple, peut coûter 150. La semaine d'après, c'est-à-dire que ça descend à 100 francs. Ou ça peut aller à 250. Et après la semaine d'après, ça va à 200. Donc tu vois, c'est volatile. Mais ton coût de production, lui, il ne varie pas. Ton coût de production, tout au contraire, ça augmente. Donc tu vois, on a comme ça, il faut aussi maîtriser le marché. Parce que comme on produit tous au même moment, par rapport à la météo, et on ramène tous, on converge tous les produits au marché aussi en même temps. Donc ce qui fait que, au niveau des marchés, il y a énormément de produits, ce qui réduit donc le prix de vente, puisqu'il y a tout de produits. Et comme ça réduit le prix de vente, toi derrière, comment tu fais pour te retrouver sur ton coût de production? Et il y a aussi beaucoup de produits qu'on perd parce que justement derrière, on n'a pas le contrôle sur la chaîne de froid, on n'a pas le contrôle sur la transformation. Donc il faut maîtriser le volet transformation. Le volet de transformation est très important. Donc tu vois, c'est pour ça aussi qu'il faut savoir choisir ces cultures. Vers quel genre de culture tu vas aller? Vers les cultures à long cycle? Vers les cultures à court cycle? Est-ce que tu vas aller vers le maraîchage? Tu vois que quand tu vas vers le maraîchage, par exemple, c'est des cultures qui sont fragiles, périssables.
Il y en a qui produisent, c'est-à-dire que des fois, les champs sont à plus de 200 km de marché. Donc tu vois, si tu dois acheminer ton produit à plus de 200 km, regarde l'état des routes. Les camions vont faire combien de temps en route? On n'a pas, c'est-à-dire que des camions frigorifiques. Donc, avant que ça n'arrive même dans les marchés, que tu as perdu comme ça énormément. C'est pour ça qu'il faut comprendre que notre problème en Afrique, ce n'est pas la productivité. On produit, mais le problème, c'est que c'est manque d'infrastructures, manque de routes, de bonnes routes, manque de logistique. Et que derrière, on n'a pas, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas la transformation. Pour des raisons que je t'ai encore expliquées, on n'est pas autonome sur l'énergie. C'est des choses que tu dois savoir avant d'être lancé. Beaucoup se sont lancés comme ça de façon oli, en pensant qu'il suffit juste d'aller planter et ont eu leurs yeux pour pleurer. Donc, ça, je t'ai dit beaucoup de choses imprévisibles. 4, tu vois que tout ce que je viens de te citer là, comme erreur, comme les manquements, il faut implémenter chaque chose qui t'arrive. Quand c'est un coup de vol, il faut chercher rapidement à t'adapter. Ne reste pas là à pleurer que mes ouvriers m'ont volé, mes ouvriers me volent. Non. Ils te volent, c'est parce qu'il y a une faille. Cherche à comprendre pourquoi. Est-ce qu'ils te volent? Dans quel compartiment ils te volent? Au niveau de l'alimentation, cherche à comprendre combien une poule mange, combien les poules mangent par jour. Pèse chaque aliment. Mais il faut mettre un système de monitoring. À quel niveau il y a des vols? Au niveau des post-perte, post-récolte, rectifie chaque chose. Est-ce qu'il y a des erreurs au niveau de la prophylaxie? C'est quoi? Parce que tu n'as pas donné les vaccins, parce que tu n'as pas donné les médicaments à temps, parce que tu ne respectes pas que la biosécurité, corrige chaque chose. Si c'est l'agriculture, au niveau de l'itinéraire agronomique, où est-ce que tu as pêché? Au niveau de la pépinière? Au niveau du planting? Est-ce que tu n'as pas respecté les mesures de biosécurité? Tu n'as pas engraissé, tu n'as pas saclé, tu n'as pas arrosé? Corrige chaque erreur. Chaque chose qui t'arrive, corrige. Et 5e chose, je vais t'inviter ici à avoir une vision sur le long terme. Ce qui tue plusieurs personnes, c'est que les personnes ont une vision court terme. Beaucoup veulent aller commencer sur 200 hectares, sur 300 hectares. Beaucoup veulent aller avec la mécanisation. Quand je vous parle ici de mécanisation, ce n'est pas que je suis contre la mécanisation. Mais mes propos ici, c'est de te dire que tu ne peux pas commencer avec la mécanisation. Parce que si je te demande maintenant d'aller acheter un tracteur coûte dans les 40 millions, 60 millions, 100 millions. Tout dépend de la puissance des tracteurs. As-tu les moyens? Donc si tu restes là à cogiter uniquement que bon, j'attends d'avoir les tracteurs, quand est-ce que tu auras 100 millions? Maintenant, en termes de géostratégie, de géoéconomie, est-ce que nous produisons les tracteurs? Est-ce que c'est nous qui fabriquons les tracteurs? Lorsque tu achètes dans le tracteur ne fonctionne pas uniquement avec de l'eau, ne fonctionne pas à l'eau, ça fonctionne avec le pétrole. C'est quoi le coût du pétrole? Nous ne sommes pas autonomes sur le plan de l'énergie. Ce n'est pas... Nous avons peut-être le pétrole, mais ce pétrole ne nous appartient pas. C'est quoi le coût du pétrole à la pompe? C'est quoi le coût du gasoil? Lorsque tu vas aller vers les grandes superficies, c'est quoi le coût de l'engrais? C'est quoi le coût des pesticides? C'est quoi le coût des nématicides? C'est quoi le coût des fongicides? Donc c'est pour ça que je dis, mes propos ici, ce n'est pas de vous dire que non, il ne faut pas travailler avec la houe ou de ne pas travailler avec le tracteur. Mais c'est que pour l'instant, l'agriculture industrielle, telle qu'on nous vend là, ce n'est pas fait pour nous. Du moins, tant que nos États n'ont pas impulsé, n'ont pas donné le là, on ne peut pas. Et comprendre que l'agriculture nourricière, celle pour nourrir les humains, elle n'est pas faite pour être industrielle. Lorsque vous voyez les semences de maïs, de tournesol, de blé, ici en Occident, c'est 20% des céréales qui sont consommées. Les gens consomment 20% de légumes, 20%. Et 80% de viande. 20% de légumes, 80% de viande.
Tu vas me demander, tu as dit 80% de viande. Oui, 80% de viande. Donc c'est pour te dire que tous les céréales qu'on produit ici en Occident, ça sert à nourrir les animaux. Ça sert à nourrir toutes les bêtes. Et derrière ça, on va nous dire que le monde est en train de mourir de faim parce qu'on ne produit pas assez. Non, on produit, mais les céréales qui sont produites ne servent qu'à nourrir les animaux. Ou encore, à la limite, aller faire les biocarburants, éthanol, ou aller faire du sucre. Donc, si on veut nourrir la population, on peut produire de façon saine, sans aller vers la mécanisation, ou aller vers une mécanisation moyenne. Et l'idée est ici, quand tu appliques, quand tu sais comment ça se passe, tu comprends qu'on ne gagne pas de l'argent parce qu'on est sur des grosses superficies. Ce n'est pas parce que tu es sur 100 hectares ou tu es 200 hectares. Mais on gagne de l'argent par rapport au choix de la culture, par rapport à la rentabilité de la culture à l'État, par rapport au rendement de la culture à l'État. C'est pour ça que je viens vous partager ici que nos cultures du terroir, le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, l'igname, le sorgho, le mil, le fonou, le niébé, le palmier à huile, c'est des cultures à haute valeur ajoutée, à haut rendement. Je fais une petite parenthèse. C'est pour ça qu'il faut aussi bien suivre les personnes, savoir qui est-ce que vous suivez que sur le net. Vous avez vu un célèbre professeur qui est venu ici vous dire qu'un hectare de manioc produit 1 à 2 tonnes. Et que les Blancs, les Occidentaux nous ont ramené le manioc pour nous rendre bêtes. Alors que le manioc produit 30 à 55 tonnes l'hectare. Lorsqu'on fait le manioc dans les programmes, les champs d'association, on peut avoir 7 à 14 tonnes lorsque c'est associé avec d'autres cultures. Mais lorsque c'est en plantation pure, c'est 30 à 35 tonnes avec des variétés aujourd'hui améliorées que nos chercheurs ont pu élaborer. Donc vous voyez que derrière, si tu n'es pas assez formé, si tu ne lis pas assez, si tu ne fais pas des recherches, si toi-même tu ne vas pas apporter la contre-expertise, si tu ne vas pas sur le terrain, et que tu n'écoutes que ce que les médias te disent, tu n'écoutes que ce que la télévision te dit, il faut comprendre qu'il y a énormément de manipulations. Parce que une culture comme ça, comme le poivre, 1 hectare de poivrier, c'est plus rentable que 100 hectares de céréales, si c'est l'argent que tu veux gagner. 1 hectare de Njangsang, c'est hautement rentable. 1 hectare de Bitakola. Quand tu es bien formé, bien renseigné, les 3 cultures les plus rentables au monde, c'est le safran, 33 000 € le kilo. C'est la vanille, qui oscille entre 100 et 1000 € le kilo. C'est le poivre, qui oscille entre 100 et 400 € le kilo. Pour toi qui es débutant et que tu veux gagner de l'argent, les 3 cultures que je viens de citer, tu n'as pas besoin d'être sur 100 hectares. Je suis juste sur 1 hectare. Maintenant, la magie dans ça, c'est quoi? C'est de commencer petit. Pourquoi je dis qu'il faut avoir une vision long terme? Il faut avoir une vision long terme de savoir que tu commences petit. Le fait de commencer petit te permet ici d'apprendre de tes erreurs, de tomber et de te relever, de pouvoir capitaliser. Parce que si tu vas par exemple faire une culture comme le poivre, lorsque tu plantes la première année, au bout de 3 ans, lorsque ça entre en production, tu peux aller sur 2 ou 3 ou 5 hectares. Quand tu vas sur une culture comme le manioc, lorsque tu plantes la première année, tu plantes, au bout de 12 mois, tu peux faire 2 hectares, tu peux faire 5 hectares, 10 hectares, parce que tu pourras en ce moment récupérer les boutures. Tu auras acquis l'expertise, tu auras eu la maîtrise de la production, tu auras maîtrisé même le circuit d'écoulement, le marché. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas grandir, il ne faut pas être pressé de grandir trop vite. Parce que l'erreur que j'ai remarquée, beaucoup pensent qu'il suffit de dire que j'ai 100 hectares de ça. J'ai 100 hectares de cacao, j'ai 100 hectares de ceci, j'ai 100... Mais vous voyez que derrière se cassent la gueule parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Mais alors que lorsque tu vas doucement, tu maîtrises les contingents, tu maîtrises les ressources humaines, tu maîtrises la prophylaxie, tu maîtrises le suivi, tu maîtrises la transformation, tu maîtrises le circuit d'écoulement. Et là, tu peux grandir.
Ça, c'est le conseil. C'est ce que moi j'applique. Tu vois, je suis aujourd'hui sur 60 hectares, mais parce que tu as dit que voilà, j'ai appris de mes erreurs, j'ai su tomber, j'ai appris de mes échecs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la connaissance que j'ai, les erreurs que j'ai commises, j'ai capitalisé dessus et je grandis de façon crescendo. Parce qu'il faut comprendre que l'agriculture, c'est un secteur, comme je dis, nous ne sommes pas accompagnés. Les banques ne vont pas t'accompagner parce qu'on va te dire que c'est des secteurs à risque. Et même si on t'accompagne, le taux d'intérêt, c'est combien? On n'a que des banques commerciales. Lorsqu'ils vont te prêter de l'argent, ils vont vouloir que le mois qui suit, que tu commences à rembourser. Alors que l'agriculture, c'est un business qui est sur le long terme. Nous n'avons pas des infrastructures, comme j'ai dit. Il y a énormément de contingences. Nos gouvernements ne nous subventionnent pas. Alors qu'ici en Occident, ils sont subventionnés. Voilà l'erreur que beaucoup commettent. Il faut comprendre que l'Europe, c'est l'Europe, l'Occident, c'est l'Occident, l'Afrique, c'est l'Afrique. On ne peut pas venir faire le copier-coller. Tu ne seras pas accompagné, tu seras seul. On n'est pas autonome sur le plan énergétique. Donc, l'intelligence voudrait que tu commences doucement, que tu ailles étape par étape, afin de pouvoir voilà, bâtir un empire qui va rester sur le long terme. Alors que ce que je vois beaucoup faire ici, beaucoup veulent commencer rapidement parce que ça flatte l'ego. Ça flatte l'ego de dire que je suis sur 50 hectares, je suis sur 100 hectares, j'ai le tracteur, j'ai le machin. Mais il faut comprendre que c'est des coûts. Comment tu fais pour amortir ça? On ne va pas chercher les machines pour chercher les machines. On ne va pas faire l'agriculture uniquement parce que c'est le confort. Parce que l'erreur que j'entends aussi, ah oui, on ne va pas souffler avec la houe. Non. C'est un business. Après, si c'est le jardinage, oui, fais ton jardinage. Mais si tu veux gagner de l'argent, ça reste un business. Chaque centime dépensé, ça impacte ton bénéfice. Chaque centime dépensé, ça impacte ton bénéfice. Et tu as vu aujourd'hui maintenant les rapports de force que nous avons sur le plan économique. Tu as vu les rapports de force quand on met les taxes, quand on met les douanes. On peut à tout moment nous dire qu'on ne nous fournit plus les tracteurs. On peut à tout moment nous dire qu'on ne nous fournit plus les semences. Pour les raisons géoéconomiques, pour les raisons géopolitiques. Vous êtes en train de voir. Donc ça demande de la stratégie. Ça demande que nos gouvernements aussi s'impliquent. C'est à nos États, c'est-à-dire que de garantir notre souveraineté. Souveraineté sur le plan des semences, souveraineté sur le plan de la recherche, souveraineté sur le plan énergétique, souveraineté sur le plan des infrastructures, souveraineté sur le plan industriel, souveraineté sur le plan de l'éducation, souveraineté sur le plan. Sur le plan même, c'est-à-dire que des infrastructures, c'est à nos États. C'est ce que les Occidentaux font ici. Donc on ne peut pas aller vouloir copier les Occidentaux. Eux, ils ont une avance sur plus de 200 siècles. Sur plus de, je vais dire 2 siècles. Donc il serait aberrant que toi tu viennes ici, toi de la diaspora, dis que tu veux aller produire comme un agriculteur occidental en Afrique. Et vous voyez qu'ici en Occident, si je n'étais pas venu vous dire, eux-mêmes ils ne s'en sortent pas. Parce qu'on les a criblés de crédits, de dettes. Parce que pour pouvoir implémenter une ferme ici en Occident, ce n'est pas moins d'1 million d'euros. Pas moins d'1 million d'euros. C'est des crédits qui prennent à plus de 30 ans. Et des crédits qui n'arrivent même pas à rembourser. Et que beaucoup t'ont dit que se suicident même parce qu'ils ne s'en sortent pas lorsqu'ils vont choisir des spéculations comme les céréales ou même que certains types d'élevage. Donc le choix de la culture est important. C'est important de commencer petit. Commencer petit. Parce qu'ici, il y a des normes. Il y a énormément de normes qui alourdissent, c'est-à-dire que l'implémentation, c'est-à-dire que du business. C'est ça que vous voulez aller faire en Afrique. Est-ce qu'on va même commencer? Énormément de normes. Lorsque tu as ton produit maintenant, tu n'as même pas le contrôle sur le prix. C'est les grands groupes agro-industriels de la transformation ici qui dictent les prix. C'est les grands groupes agro-industriels de la distribution qui redictent les prix. C'est là où vous voulez aller. C'est là où vous voulez aller. Et ça, depuis 5 ans, je vous le dis, et vous êtes en train de voir ça. Donc c'est pour ça que il faut être très bien formé. Il faut maîtriser son sujet et aller vers les secteurs où tu pourras comme ça gagner de l'argent à vie. C'est ce que je partage ici. Et si tu veux aussi gagner de l'argent à vie, regarde sur la barre de description de cette vidéo-là. Prends mon modèle, implémente ce modèle-là.
tu viendras témoigner ici toi-même. Tu viendras témoigner toi-même. Donc voilà ce que je voulais partager. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.